Ma sœur a regardé fixement nos parents et a dit, choisissez l'une de nous. Soit elle part, soit je pars. Je n'avais que 18 ans. Maman m'a jeté un sac poubelle noir. N'attends rien d'autre de nous, a-t-elle dit. Et papa a marmonné, nous t'avons soutenu assez longtemps. Ils ont tout donné à ma sœur pendant que je partais les mains vides. Une décennie plus tard, ils m'ont supplié de les aider. Et je leur ai donné une seule phrase. Ma réponse les a laissés de glace. Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 28 ans et il y a 10 ans, le jour de mon 18e anniversaire, ma sœur a regardé nos parents et a lancé son ultimatum. Personne n'a demandé pourquoi elle les forçait à choisir. Personne n'a remis en question les relevés bancaires que j'avais posés sur la table de la salle à manger ou l'argent manquant que j'avais découvert cet après-midi-là. Ma mère a sorti un sac poubelle noir de sous l'évier de la cuisine et l'a jeté à mes pieds. Prends ce qui rentre, a-t-elle dit. N'attends rien d'autre de nous. Mon père a refusé de me regarder dans les yeux. Nous t'avons soutenu assez longtemps, a-t-il marmonné. 20 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec 2 t-shirts, un jean, mon ordinateur portable du lycée et $40. Derrière moi, la porte d'entrée s'est verrouillée. Ma sœur a eu ma chambre, mon argent pour l'université et tout ce que nos parents m'avaient jamais promis. J'ai eu le silence. Pendant la décennie suivante, ils ont raconté à nos proches que je les avais volés et que je m'étais enfui. Ils ont construit leur récit familial parfait autour de la conviction que je ne reviendrai jamais pour le contester. Ils avaient tort. 10 ans plus tard, ils étaient tous les 3 assis en face de moi dans une salle de conférence, me suppliant d'empêcher la saisie de leur maison et d'éloigner les enquêteurs fédéraux de l'entreprise qu'ils avaient confiée à ma sœur. Ils avaient besoin de mon aide professionnelle, de ma coopération et, plus important encore, de ma signature. J'ai écouté jusqu'à ce qu'ils aient fini de plaider. Puis je leur ai donné une seule phrase. Ma réponse les a laissés tous les 3 de glace. Avant de vous dire pourquoi ma sœur voulait que je parte et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, d'où vous regardez ceci et quel temps il fait chez vous. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La nuit où j'ai été mise à la porte, j'ai marché 6 pâtés de maison avant d'admettre que je n'avais nulle part où aller. Mes parents avaient déjà annulé la carte de débit liée à mon compte chèque étudiant. Mon téléphone prépayé fonctionnait toujours parce que je l'avais acheté avec mon propre argent gagné en donnant des cours de mathématiques. J'ai donc appelé la seule adulte qui m'avait jamais dit de la contacter si ma maison devenait dangereuse, Sarah Davis, ma conseillère d'orientation au lycée. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai dit que je m'étais disputé avec ma famille et que j'avais besoin d'un endroit où dormir pour une nuit. Appeler cela temporaire me semblait moins humiliant que d'admettre que mes parents m'avaient jeté dehors. Madame Davis est venue, a mis mon sac poubelle dans son coffre et m'a emmené dans la chambre d'amis de sa maison de ville. Le lendemain matin, elle m'a posé une question, vas-tu abandonner ou vas-tu obtenir ton diplôme? Je lui ai dit que j'allais obtenir mon diplôme. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a aidé à demander un logement d'urgence, une aide alimentaire et des bourses pour les étudiants indépendants sans soutien parental. 2 semaines plus tard, j'ai loué une chambre dans une maison partagée par 3 étudiants d'un collège communautaire. La moquette sentait la nourriture rassie. La porte de la salle de bain fermait à peine et mon matelas reposait sur des palettes d'expédition en bois. Mais la chambre avait un verrou. Ce verrou signifiait plus que la chambre que j'avais perdue. Je travaillais le matin dans une épicerie, j'assistais aux cours pendant la journée et je travaillais à la réception d'un motel bon marché 3 soirs par semaine. Entre l'enregistrement des clients, j'étudiais la comptabilité. Les chiffres se comportaient différemment des gens. Si de l'argent disparaissait, ils laissaient une trace. Les chiffres ne renommaient pas la cruauté en malentendu, ni ne changeaient leur histoire lorsque la vérité devenait gênante. J'ai obtenu mon diplôme 6 semaines plus tard. Aucun de mes parents n'était présent. Madame Davis était assise au 2e rang et a pris des photos de tout. Après la cérémonie, elle m'a donné $200 et une carte qui disait « Construis quelque chose que personne ne pourra t'enlever ». Je l'ai gardée. Je me suis inscrite au Hillsborough Community College, puis j'ai été transféré à l'Université de Floride du Sud avec une bourse de mérite complète. Là, j'ai rencontré Rachel Foster, une autre étudiante jonglant entre les cours et 2 emplois. Rachel était pratique et peu impressionnée par les excuses. Quand je lui ai dit pourquoi je n'avais aucun contact avec ma famille, elle ne m'a pas fait un discours sur le fait que les parents veulent toujours bien faire. Elle a simplement dit, ils ont fait un choix.
Tu peux en faire un aussi. Nous sommes devenus colocataires et meilleurs amis. Elle étudiait les systèmes d'information tandis que je me spécialisais en comptabilité et en examen de la fraude. Nous avons survécu avec des produits d'épicerie en promotion, réparé nos propres meubles de brocante et célébré les grandes étapes avec des crêpes du Midnight Dîner. Lors de mon premier stage dans un cabinet d'audit régional, j'ai trouvé des paiements de fournisseurs en double cachés sous des noms d'entreprises légèrement modifiés. La découverte a permis à un client d'économiser près de 80 000 $. Après l'université, j'ai déménagé à Charlotte, en Caroline du Nord, et j'ai rejoint Sterling Risk Advisory, un cabinet spécialisé dans la fraude interne, les entreprises en difficulté et les litiges financiers. Je travaillais plus dur que tout le monde autour de moi parce qu'échouer ne signifiait pas retourner dans ma maison d'enfance. Il n'y avait pas de maison qui m'attendait. À 27 ans, j'étais la plus jeune directrice en jury comptabilité du cabinet. J'avais un appartement de 2 chambres et j'avais économisé suffisamment pour couvrir une année entière de frais de subsistance. Ma famille restait absente, mais leur histoire circulait parmi nos proches. Selon eux, j'avais volé de l'argent, refusé l'université et disparu. Ma sœur Madison prétendait avoir essayé de se réconcilier avec moi à plusieurs reprises. En réalité, son seul message en 10 ans était un texto d'anniversaire générique envoyé avec 3 ans de retard. J'aurais pu les dénoncer, mais j'ai choisi la distance. Je croyais que devenir injoignable suffisait. Puis, un mardi matin d'octobre, un courriel est apparu dans ma boîte de réception professionnelle. L'objet était, urgent, la maison. L'expéditeur était Madison. En pièces jointes se trouvaient des documents de prêt, un avis de défaut de paiement et une photographie de nos parents assis à la même table de salle à manger où j'avais été abandonné. Son message ne contenait ni excuses ni questions sur ma vie. Maman et papa pourraient tout perdre. Ton nom est sur un ancien document de propriété, nous avons donc besoin que tu rentres à la maison pour arranger ça. Disant sans demander si j'étais en vie, et soudain il se souvenait exactement où me trouver. Était-ce du regret ou du désespoir? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai téléchargé toutes les pièces jointes, sauvegardé le courriel original de Madison et créé un dossier de cas crypté. L'avis de défaut de paiement montrait que Carter Property Management, l'entreprise immobilière de mes parents, devait plus de 680 000 $ à l'Atlantic Community Bank. La dette était garantie par leur immeuble de bureau, leur maison dans la banlieue de Tampa et un entrepôt commercial qui avait appartenu à mon grand-père. Selon les registres, l'entrepôt avait été entièrement transféré à Madison 10 ans auparavant. Puis j'ai trouvé un document intitulé « Renonciation du bénéficiaire et autorisation de transfert ». Il déclarait que j'avais volontairement renoncé à ma part de 25% dans l'entrepôt le jour de mon 18e anniversaire. La signature ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Le « en boucle » avait été calqué sur d'anciens formulaires scolaires, mais l'angle était complètement faux, et mon initiale du deuxième prénom était écrite dans un style que je n'avais jamais utilisé. Le document était censé avoir été notarié à 19h40 ce soir-là. À 19h40, j'étais assise dans la voiture de Madame Davis avec un sac poubelle entre mes pieds. J'ai appelé David Mitchell, un avocat qui avait travaillé avec mon cabinet sur plusieurs enquêtes. Après avoir examiné les dossiers, il m'a demandé si je l'avais signé. Je lui ai dit non. Il m'a demandé si je savais que je possédais une partie de l'entrepôt. Je ne le savais pas. Mon grand-père avait créé une fiducie immobilière familiale avant de mourir. Mes parents la géraient pendant que Madison et moi étions mineurs. Lorsque chacune de nous atteignait 18 ans, une partie de l'entrepôt devait être transférée à notre nom. Apparemment, ma part avait été cédée la nuit même où j'avais été mise à la porte. David a expliqué que contester la signature pourrait arrêter la saisie, mais que cela exposerait également chaque transaction financière bâtie sur ce document falsifié. La banque s'était fiée à cette renonciation en acceptant l'entrepôt comme garantie. J'ai envoyé un courriel à Madison depuis mon compte personnel. Je lui ai dit d'envoyer le dossier de prêt complet, 10 ans de relevé bancaire, les documents originaux de la fiducie et chaque accord de refinancement. J'ai déclaré que je communiquerais strictement par écrit. Elle a répondu en 7 minutes. Nous n'avons pas de temps pour ton attitude d'entreprise. La vente a lieu dans 18 jours. J'ai répondu, alors vous avez 18 jours pour fournir les dossiers. Ma mère a appelé d'un numéro inconnu et a laissé un message vocal dégoulinant de douceur forcée. Evelyne, ma chérie, nous avons fait des erreurs, mais c'est toujours la maison de ta famille. Madison dit que tu comprends les situations financières maintenant.
Nous sommes si fiers de toi. S'il te plaît, rappelle avant que quelque chose de terrible n'arrive. Le message de mon père était plus froid. Quoi qu'il se soit passé il y a des années, nous t'avons nourri et logé pendant 18 ans. Nous te demandons de nous rendre l'appareil. Il considérait toujours l'éducation d'un enfant comme une dette que je n'avais pas remboursée. Madison a finalement envoyé un dossier partiel. Les registres montraient que le premier prêt sur l'entrepôt avait été contracté il y a 10 ans pour $10 000. La majeure partie est allée à Lumina Events, la société qu'elle a créée peu de temps après mon départ. Les prêts ultérieurs ont financé un espace de bureau rénové, un VUS de luxe, des contrats de marketing coûteux et des événements somptueux qui n'ont rapporté presque aucun profit. Lorsque sa société a eu des difficultés, mes parents ont refinancé l'entrepôt, contracté des prêts sur valeur domiciliaire, vidé leurs économies et encaissé le compte de retraite de mon père. Chaque nouveau prêt couvrait le précédent tout en injectant plus d'argent à Madison. David a contacté le service juridique de la banque. En découvrant des incohérences dans le transfert de propriété, la banque a accepté de suspendre la saisie pendant 5 jours ouvrables si je soumettais une déclaration sous serment niant la signature. David m'a prévenu que cela déclencherait un examen massif de fraude. Tu ne crées pas leur problème, a-t-il dit. Tu refuses simplement de le valider. J'ai signé la déclaration sous serment. 2 heures plus tard, Madison a appelé 9 fois. J'ai répondu à la 10e. Que as-tu dit à la banque, a-t-elle exigé. Je lui ai dit que je leur avais dit la vérité. Ils ont gelé tous les comptes. Papa ne peut pas payer les salaires. Envoie les dossiers manquants. Sa colère s'est transformée en calcul. Viens à Tampa. Nous t'expliquerons tout. Je lui ai dit que David serait présent. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat pour parler à ta famille, a-t-elle demandé. Je lui ai demandé pourquoi ma famille avait un document avec une signature que je n'ai jamais écrite. Elle est restée silencieuse avant de dire, il y a des choses que tu ne comprends pas sur la raison pour laquelle on t'a demandé de partir. Demander de partir? Elle l'a dit comme si j'avais reçu une invitation polie. J'ai accepté de nous rencontrer dans la salle de conférence de David à Tampa, avec leurs avocats présents et toutes les discussions enregistrées. La veille de mon vol, Madison a envoyé un autre texto. N'entre pas en supposant que tu connais toute l'histoire. J'ai étudié la fausse signature. Pendant 10 ans, j'avais cru que mes parents l'avaient choisi impulsivement. Maintenant, je soupçonnais que la décision avait été planifiée. Madison est arrivé à la salle de conférence vêtu d'un tailleur pantalon crème et portant un sac à main de créateur, que j'ai identifié plus tard comme un achat de l'entreprise. Ma mère, Janice, la suivait, les mains étroitement jointes. Mon père, Robert, avait l'air plus vieux, mais il portait toujours l'arrogance d'un homme habitué à ce que tout le monde se plie à sa volonté. David s'est assis à côté de moi avec les documents de la fiducie. Leur avocat avait consenti à l'enregistrement. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Discutons des documents, ai-je dit. Mon père a commencé par un long discours sur la hausse des taux d'intérêt, les clients difficiles et la pression de garder les employés. Madison, a-t-il prétendu, avait fait des choix commerciaux trop optimistes, mais personne n'avait jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. David a fait glisser la renonciation du bénéficiaire sur la table. Qui a signé ceci au nom d'Evelyn? Personne n'a répondu. Mon père s'est finalement éclairci la gorge. J'ai peut-être rempli ça pour elle parce qu'elle est partie avant que les papiers ne puissent être traités. Je ne suis pas parti, ai-je dit. Vous avez mis mes affaires dans un sac poubelle et verrouillé la porte. Ma mère est intervenue. Nous étions sous un stress énorme. Toi et Madison vous vous disputiez constamment. Nous avons eu une confrontation sérieuse après que j'ai découvert qu'il manquait de l'argent sur ton compte d'éducation. Madison s'est penché en avant. Ce compte appartenait à maman et papa. Il y avait $32 000 que grand-mère avait laissés pour tes frais de scolarité. Tu as eu des bourses de toute façon après avoir pris l'argent. Je n'ai pas pris l'argent, ai-je dit. Mon père a interrompu. Les fonds ont été redirigés vers une opportunité qui pourrait profiter à toute la famille. Cette opportunité était Lumina Events. Le virement bancaire a eu lieu 3 jours avant mon 18e anniversaire. Les $32 000 ont quitté mon fonds universitaire pour atterrir sur un compte contrôlé par Madison. Le jour même, elle a payé la compte pour un bail de bureau et signé un contrat d'équipement.
Je me suis souvenu avoir découvert le retrait en utilisant l'ordinateur portable de ma mère pour remplir un formulaire d'aide financière. Madison a vu l'écran et a essayé de m'arracher physiquement l'ordinateur des mains. Quand j'ai demandé une explication, elle a prétendu que l'argent était resté inutilisé et que son entreprise le rembourserait. Quand j'ai menacé d'appeler la banque, elle s'est mise à crier et à pleurer. Nos parents sont entrés dans la pièce en courant et le récit s'est instantanément inversé. Madison m'a accusé d'avoir piraté le compte parce que je prévoyais de voler l'argent et de quitter la ville. Elle a affirmé qu'elle ne se sentait plus en sécurité avec moi dans la maison. Puis elle a lancé son ultimatum. Choisissez l'une de nous. Soit elle part, soit je pars. À 18 ans, je pensais que mes parents la croyaient vraiment. Dans la salle de conférence, j'ai appris qu'ils savaient déjà qu'elle avait pris l'argent. Madison les avait convaincus qu'elle avait besoin d'un capital de démarrage immédiat ou elle perdrait son bail. Ils ont approuvé le transfert même si le compte était légalement réservé à mon éducation. Quand je l'ai découvert, ils ont paniqué. Signaler la transaction non autorisée à la banque annulerait le paiement, détruirait l'entreprise de Madison avant même son ouverture et exposerait comment ils avaient mal géré la fiducie familiale. Ma mère a insisté sur le fait qu'il pensait que je me calmerais et que je reviendrais à la maison après quelques jours. Vous avez changé les serrures, lui ai-je rappelé. Ton père pensait qu'un peu de distance était préférable. Vous avez annulé ma carte de débit et dit à nos proches que j'étais une voleuse. Mon père s'est agité sur sa chaise. Les gens demandaient pourquoi tu étais parti. Nous avions besoin d'une explication. Alors vous avez protégé Madison en me transformant en criminel. Madison a croisé les bras et a dit qu'elle ne leur avait jamais dit de répandre cette histoire spécifique. Les as-tu corrigés, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. David a ramené la conversation sur le transfert falsifié. Après m'avoir mise à la porte, mes parents avaient encore besoin de ma part légale de l'entrepôt pour financer correctement la start-up de Madison. Mon père a signé de mon nom. Un ami de la famille qui travaillait comme notaire public a tamponné le document sans que je sois présente. Ma mère a signé en tant que témoin. Madison a accepté la propriété et l'a immédiatement utilisée comme garantie. 3 ans plus tard, lorsque son entreprise a eu besoin d'une autre injection de liquidité, ils ont tous les 3 signé de nouveaux documents bancaires, réaffirmant que j'avais renoncé volontairement à ma part. Ce n'était pas une erreur de panique ponctuelle. C'était une décision calculée répétée chaque fois que le mensonge original avait besoin d'être protégé. Ma mère a tendu la main sur la table. Nous croyions que l'entreprise allait être un succès massif. Nous avions prévu de remplacer ton argent pour l'université. Quand, ai-je demandé. Avant ou après avoir ignoré ma remise de diplôme? Avant ou après que je travaillais de nuit dans un motel juste pour payer mes manuels? Elle a retiré sa main. Mon père a fait glisser un accord de règlement vers moi. Selon ces termes, je validerai l'ancien transfert, renoncerai officiellement à ma revendication sur la propriété et les aiderai à négocier avec la banque. En échange, il me paierait $50 000 répartis sur 5 ans. L'accord exigeait également explicitement que je déclare officiellement qu'aucune falsification n'avait jamais eu lieu. Vous voulez que je signe un autre mensonge pour protéger le premier, ai-je demandé. Nous voulons sauver la famille, a répondu mon père. Vous voulez protéger Madison des conséquences de ses actes. La façade composée de Madison s'est brisée. Tu as toujours détesté qu'il croie en moi. Il ne croyait pas en toi, ai-je dit platement. Ils m'ont sacrifié parce qu'admettre que tu étais un échec était trop difficile. David a mis fin à la réunion lorsque leur avocat a demandé une suspension. Avant de partir, Madison a poussé une clé USB sur la table contenant les grands livres financiers restants. De retour à mon hôtel, j'ai ouvert la clé sur un ordinateur portable sécurisé. Une chaîne de courriel avait été accidentellement incluse dans les fichiers. Madison avait écrit à nos parents 2 semaines avant de me contacter. Evelyn coopérera si vous la faites se sentir responsable de la perte de la maison. Ne vous excusez pas trop ou elle pensera que nous sommes faibles. Rappelez-lui que vous l'avez élevé et que la santé de papa se dégrade. Ma mère avait répondu, et si elle pose des questions sur la signature? Madison a répondu, dites simplement que papa s'en est occupé parce qu'elle s'est enfuie. C'est notre parole contre la sienne. 10 ans plus tard, il complotait encore sur la façon de me discréditer. Que signifie même la loyauté familiale lorsqu'elle n'est exigée que de la personne que la famille a sacrifiée? Le lendemain matin, j'ai transmis la chaîne de courriel à David.
Il a immédiatement émis une ordonnance de conservation légale à Madison, à mes parents, à leurs entreprises et aux notaires qui avaient authentifié le faux document. Ils étaient légalement tenus de conserver chaque courriel, message texte, fichier comptable, demande de prêt et dossier de fiducie. Supprimer quoi que ce soit entraînerait de lourdes sanctions fédérales. Madison a appelé avant même que j'ai fini de déjeuner. Pourquoi nous menaces-tu? Un avis de conservation n'est pas une menace. C'est une procédure standard. Tu nous traites comme des criminels. Je traite les documents comme des preuves. Nous t'avons invité ici pour aider. Vous m'avez invité ici pour céder légalement des biens volés. Sa voix est tombée à un murmure rauque. Si cette enquête continue, maman et papa pourraient perdre la maison. Tu peux arrêter ça. Il la perdait déjà avant que j'arrive, et je n'arrêterai pas ça en commettant un parjure. Le notaire, Paul Danton, a d'abord affirmé à ses avocats qu'il ne se souvenait tout simplement pas de la transaction. David a envoyé à son avocat le numéro du document et une copie de l'entrée du journal du notaire. Ma prétendue notarisation n'avait aucun numéro d'identification, aucune adresse et aucune empreinte digitale, même si les entrées environnantes dans son journal de bord étaient parfaitement complètes. Danton a finalement craqué et a admis que mon père avait apporté le formulaire dans son bureau le matin après que j'ai été mise à la porte. Robert avait prétendu que j'étais hors de l'état en voyage et lui avait donné l'autorisation verbale de signer. Danton savait que la notarisation d'une personne absente était strictement illégale, mais il voulait aider une bonne famille à obtenir un prêt commercial. Ma mère l'avait même appelé plus tard cette semaine-là pour le remercier d'avoir préservé l'avenir de Madison. Ma chronologie d'alibi était à toute épreuve. Madame Davis avait encore l'entrée du calendrier numérique de la nuit où elle m'a récupéré. Un reçu d'une supérette ouverte 24 heures sur 24 montrait que nous étions à des kilomètres du bureau de Danton à l'heure exacte où j'étais censé avoir signé les papiers. Mes anciens relevés de téléphone prépayés corroboraient l'emplacement. La banque a officiellement prolongé la suspension de la saisie et a lancé un audit complet de chaque prêt attaché à l'entrepôt. Mes parents ont complètement mal compris le délai. Ma mère m'a envoyé un texto, « Merci de nous aider. Nous savions que tu ne laisserais pas ta famille devenir sans abri. » Je n'ai pas répondu. L'audit a découvert un deuxième document de confirmation falsifié créé 3 ans après mon départ. Il a également trouvé des déclarations de revenus follement gonflées, de faux fournisseurs liés à l'assistante personnelle de Madison et des fonds de l'entreprise détournés pour payer ses cartes de crédit personnel, ses vacances de luxe et les rénovations de son appartement. Mes parents avaient signé plusieurs demandes de prêt. Il n'était pas clair s'ils comprenaient pleinement chaque chiffre fabriqué, mais ils savaient absolument que l'entrepôt n'avait jamais légalement appartenu entièrement à Madison. Sterling Risk Advisory m'a temporairement retiré de tous les cas impliquant l'Atlantic Community Bank pour éviter un conflit d'intérêts. Madison a interprété cela comme une faiblesse. Elle a trouvé l'adresse électronique de mon associée directrice et a envoyé un long message m'accusant d'utiliser des informations bancaires confidentielles pour extorquer ma propre famille. Elle m'a qualifié d'instable, d'intensément jalouse et d'obsédée par la ruine d'une entrepreneuse à succès. Ma partenaire, Hélène, m'a appelé dans son bureau et m'a demandé mes dossiers. Je lui ai montré les documents originaux de la fiducie, la fausse signature, les relevés bancaires de mon 18e anniversaire et la stratégie de courriel manipulatrice de Madison. Hélène a lu le dossier dans un silence absolu. Puis elle a levé les yeux et a dit, « Ta sœur vient de nous fournir la preuve documentée de représailles. » Le service juridique de Sterling a envoyé à Madison une mise en demeure de cesser et de s'abstenir, lui interdisant légalement de contacter à nouveau mon employeur. Son courriel a été conservé comme preuve de harcèlement. Pour la première fois de sa vie, pleurer et lancer un ultimatum ne pouvait pas la sortir de la pièce. David a rédigé une offre de règlement finale. J'accepterai de ne pas demander de dommages-intérêts punitifs si ma famille me restituait ma part légale de la propriété, admettait la falsification par écrit, coopérait pleinement à l'enquête de la banque et utilisait la vente de l'entrepôt pour régler la dette. Mon fonds d'éducation volé, ajusté pour une décennie d'intérêts composés et de croissance du marché, serait remboursé sur le produit restant. Je n'ai pas exigé leur maison. Le plan permettait à la banque de lever l'hypothèque sur leur maison après que l'entrepôt et tous les actifs commerciaux aient été liquidés. Mes parents perdraient leur entreprise et une part massive de leurs économies de retraite, mais ils garderaient un toit sur leur tête. Madison devrait céder Lumina Events, son véhicule de luxe et toute prétention sur l'entrepôt. Tous les 3 devraient également envoyer une correction écrite à notre famille élargie, disant la vérité sur la raison de mon départ.
Ils avaient 72 heures pour accepter. Mon père a appelé ce soir-là. Tu t'attends à ce que nous démantelions tout ce que nous avons construit. Vous l'avez construit en utilisant une propriété qui n'était pas entièrement la vôtre. Madison a des employés, des clients haut de gamme et une réputation dans cette ville. J'avais une lettre d'acceptation à l'université et nulle part où dormir. C'était il y a 10 ans. Alors ce sont les documents que tu veux que je signe. Ma mère a pris la ligne, pleurant bruyamment. Elle a dit que vendre l'entrepôt effacerait l'héritage de mon grand-père. Je lui ai rappelé qu'ils avaient hypothéqué à plusieurs reprises cet héritage juste pour financer les projets vaniteux de Madison. Elle m'a supplié de trouver un investisseur privé par l'intermédiaire de mon cabinet à la place. Il voulait de l'argent frais pour que Madison puisse garder le contrôle de son entreprise tout en évitant complètement toute responsabilité. J'ai refusé. Ses larmes se sont arrêtées instantanément. « Est-ce que tu apprécies ça ?» a-t-elle lancé. « Accepter l'accord » ai-je répondu. Mon père a repris le téléphone. « Nous ne détruirons pas l'avenir de Madison juste pour satisfaire ton amertume. » Même face à une saisie totale, ils ont choisi son avenir plutôt que la vérité. Ils ont rejeté l'offre le lendemain matin. Madison a immédiatement publié une diatribe vague sur les médias sociaux à propos de parents toxiques et jaloux essayant de détruire les entreprises prospères appartenant à des femmes. Cela s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Les vendeurs paniqués ont commencé à exiger un paiement initial. Les principaux clients corporatifs ont eu vent de l'instabilité financière et ont annulé leur contrat d'événement. Son propriétaire commercial a intenté une action en justice pour loyer impayé et les sociétés de location se sont présentées pour reprendre le matériel d'éclairage loué. Je n'avais pas publié un seul mot en ligne. L'entreprise s'est effondrée simplement parce que l'argent emprunté avait finalement cessé d'affluer pour la faire paraître prospère. Carter Property Management a subi le même sort. Ils ont commencé à manquer les paies et les clients furieux ont déplacé leurs portefeuilles immobiliers vers des sociétés de gestion concurrentes. Mon père a blâmé la banque, l'économie et moi. Il n'a jamais blâmé Madison. David a officiellement déposé ma plainte civile pour restaurer mes droits de propriété, récupérer les fonds universitaires volés et invalider tous les transferts frauduleux. Une médiation d'urgence a été programmée 9 jours avant la vente aux enchères finales de la saisie. Ma famille avait encore une dernière chance de sauver une fraction de ce qui leur restait, mais seulement s'ils arrêtaient de protéger Madison. La veille de la médiation, ma mère m'a envoyé un texto, « S'il te plaît, souviens-toi simplement que nous sommes tes parents. » J'ai répondu, « S'il te plaît, souviens-toi de ce que cela était censé signifier. » La médiation a eu lieu 6 jours avant la vente aux enchères. Ma famille est arrivée l'air épuisée, flanquée de 2 avocats, arborant les expressions de personnes qui avaient enfin réalisé que le droit acquis ne peut remplacer l'argent réel. L'équipe juridique de l'Atlantic Community Bank occupait une salle de conférence. David et moi en utilisions une autre. Un juge à la retraite a agi comme médiateur, transportant les offres d'avant en arrière dans le couloir. La position de la banque était brutale mais directe. Parce que la garantie sur l'entrepôt reposait fortement sur un transfert falsifié, la banque pouvait facilement déposer des plaintes civiles et pénales contre toutes les personnes impliquées. Cependant, les banques préfèrent l'argent liquide au litige. Elles ont offert d'annuler la vente aux enchères de la maison de mes parents si ma famille cédait entièrement l'entrepôt, liquidait tous les actifs de Lumina, remettait la grande majorité de leurs économies restantes et acceptait un plan de paiement strictement structuré pour le solde restant. Ma part légale de 25% de la propriété serait découpée et reconnue en premier. Mes parents conserveraient juste assez de fonds propres pour déménager dans un modeste appartement, mais Carter Property Management serait dissoute de façon permanente. Madison perdrait complètement son entreprise. En échange d'une coopération totale, la banque limiterait ses réclamations civiles. C'était un atterrissage forcé contrôlé au lieu d'un piqué fatal. Ma famille a rejeté la première proposition. Madison a insisté sur le fait que Lumina Events pourrait devenir très rentable si ses comptes bancaires gelés étaient simplement rouverts. La banque a répliqué en présentant 5 ans de déclaration de revenus, prouvant qu'elle n'avait jamais gagné assez de revenus légitimes pour couvrir sa propre dette. Mon père a proposé de ne vendre que l'entrepôt tout en laissant Madison garder son entreprise intacte. La banque a souligné que l'entrepôt seul ne satisferait pas le solde massif. Puis ma mère a suggéré que je renonce volontairement à ma part récupérée de 25% parce que j'avais déjà du succès financier et que je n'avais pas vraiment besoin de l'argent. Le juge à la retraite a répété sa demande sans essayer de cacher son incrédulité absolue.
Ils veulent que votre part soit payée directement à la banque pour que vos parents aient à contribuer moins de leur poche. Et qu'est-ce que Madison contribue exactement, ai-je demandé. Ses actifs d'entreprise. Mais elle veut garder son appartement de luxe et son VUS personnel. J'ai regardé David. Ils veulent que je perde mon héritage 2 fois. Nous l'avons fermement rejeté. Les heures passaient. Peu avant le déjeuner, Madison m'a coincé dans le couloir devant les toilettes. « Es-tu contente maintenant » a-t-elle sifflé. « Mes avocats disent que je pourrais faire l'objet d'une enquête criminelle à cause de toi. Tu fais l'objet d'une enquête parce que tes demandes de prêt sont pleines de chiffres fabriqués. Papa s'est occupé de toute la paperasse. Tu as signé les documents de refinancement, Madison. Il m'a dit que tout était parfaitement légal. J'ai les courriels où vous avez tous les deux discuté activement de ma fausse signature. » Son visage est devenu pâle. « Je ne savais pas que nous les avions encore. Tu as regardé des messages privés. Ils étaient dans le dossier exact que tu m'as volontairement envoyé. Tu n'en avais pas le droit. Mon nom était sur la propriété volée. » Madison a baissé la voix, son ton dégoulinant de venin. « Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que moi. De meilleures notes, des bourses complètes, les professeurs qui te faisaient toujours des éloges. J'avais juste besoin d'une chose qui soit entièrement à moi. Alors, tu as volé mon fonds universitaire. Je l'ai emprunté. Et tu ne l'as jamais remboursé. L'entreprise était censée être un énorme succès. Et quand ce ne fut pas le cas, tu as contracté des prêts frauduleux sur ma propriété. » Elle a croisé les bras, me regardant fixement. « Regarde-toi. Tu as survécu. Honnêtement, te faire partir a probablement été la meilleure chose qui te soit arrivée. » Cette seule phrase a effacé tous les doutes qui me restaient. Elle croyait sincèrement que ma capacité à survivre justifiait en quelque sorte sa décision de me détruire. « J'ai réussi malgré ce que vous avez fait, » ai-je dit d'un ton égal. « Vous n'avez pas le droit de vous attribuer le mérite des dommages que j'ai dû surmonter. » La proposition finale non négociable de la banque est arrivée tard cet après-midi-là. Mes parents ne pouvaient empêcher la vente aux enchères de leur maison que s'ils vidaient la quasi-totalité de leurs économies de retraite restantes, tandis que Madison cédait tous ses actifs commerciaux et la totalité de la valeur nette de son appartement. Sinon, la banque procéderait à la saisie le lundi et étendrait ses poursuites civiles. Ma famille a demandé à me parler directement dans la salle principale. Tous les avocats sont restés présents. Ma mère m'a regardé, les yeux rouges et gonflés. « Abandonne simplement l'accusation de falsification, Evelyne. Dis à la banque que tu as donné à ton père une autorisation verbale. Une fois les comptes dégelés, nous pourrons reconstruire l'entreprise et te rembourser tout ce que nous te devons. » David s'y est immédiatement opposé. Mon père a levé les mains. « Les familles gèrent les papiers de manière informelle tout le temps. Vous avez falsifié ma signature quelques heures après m'avoir jeté à la rue. Il n'y avait rien d'informel là-dedans. » Très bien, a-t-il lancé. C'était mal, mais nous faire perdre notre maison ne changera pas le passé. Pas plus que me demander de mentir pour vous à nouveau. Madison s'est mise à pleurer hystériquement. Je vais tout perdre. Toute ma vie a été financée par de l'argent et des biens qui ne me sont pas retirés. Tu as une belle carrière. Je n'ai rien d'autre. Tu as eu des parents qui t'ont donné chance après chance après chance, ai-je dit. Mon père a frappé la table de la main. Assez. Nous avons subvenu à tes besoins pendant 18 ans, et en ce moment, nous avons besoin que tu nous soutiennes juste cette fois. Pendant une fraction de seconde, j'avais de nouveau 18 ans, l'écoutant dire qu'il m'avait soutenu assez longtemps pendant que ma mère me fourrait un sac poubelle dans la poitrine. Mais cette fois, j'avais des preuves solides, un avocat impitoyable et une maison à moi dont personne ne pourrait jamais m'exclure. Ma mère a tendu la main sur la table, sa main tremblante. S'il te plaît, ne nous fais pas tout perdre pour une seule décision. J'ai reculé de la table et je les ai regardés tous les trois. Vous avez choisi Madison quand je n'avais absolument rien. Maintenant, vous pouvez faire face aux conséquences à ses côtés. Personne n'a bougé. La main de ma mère est restée suspendue en l'air. Mon père me fixait avec de grands yeux comme s'il n'avait jamais imaginé que je puisse donner une réponse qu'il ne pourrait pas annuler. Madison a arrêté de pleurer, la bouche bée. J'ai rassemblé mes dossiers juridiques et je suis sorti de la pièce. 40 minutes plus tard, ils ont officiellement accepté les conditions de la banque.
L'entrepôt a été mis en vente. Lumina Events a été complètement liquidé. Mes parents ont cédé leurs économies de retraite et ont accepté de vendre volontairement leur grande maison plutôt que de faire face à l'humiliation d'une vente aux enchères publiques. Carter Property Management a fermé ses portes pour toujours. Madison a été forcé de vendre son appartement et de remettre les clés de son VUS de luxe. Ma part légale de propriété a été officiellement reconnue, et mon fonds d'éducation volé devait être remboursé avec une décennie d'intérêt. L'accord exigeait également leur coopération totale et sans réserve avec les enquêteurs de l'État. Ma mère a signé les papiers la première, pleurant en silence. Mon père a hésité longtemps avant de griffonner agressivement son nom. Madison a signé en dernier, appuyant si fort sur le stylo qu'il a traversé le papier. En sortant, elle m'a regardé et a dit « Tu as détruit cette famille ». Je n'ai pas répondu. J'avais simplement cessé de permettre à cette famille de me détruire. L'entrepôt s'est vendu 7 semaines plus tard à une entreprise de logistique commerciale. La banque a pris la part du lion des recettes, et ma part légalement reconnue est allée directement dans un compte séquestre sécurisé jusqu'à ce que la comptabilité finale soit terminée. Carter Property Management a cessé ses activités à la fin du mois. Je me suis assuré que David dépose une injonction garantissant que leurs employés réguliers reçoivent leur dernier chèque de paie avant que les actifs restants de l'entreprise ne soient distribués. Mes parents ont vendu la maison, l'endroit même où ils m'avaient dit de fourrer toute ma vie dans un sac poubelle. Elle a été achetée par une gentille famille avec 3 adolescents. Je n'ai pas assisté à la clôture, ni ne suis passé en voiture pour les regarder déménager. La vraie vengeance ne nécessite pas de se tenir sur le trottoir pendant que quelqu'un d'autre emporte des boîtes. Lumina Events s'est effondré encore plus vite. Les vendeurs ont saisi tout leur équipement loué. Le propriétaire commercial a pris possession immédiate des locaux de bureaux et des mariées furieuses ont engagé d'autres organisateurs. Madison a vendu son appartement et a emménagé dans un appartement exigu et bruyant à la périphérie de Tampa. Son mari Grant a finalement découvert qu'elle lui avait activement caché d'énormes dettes d'entreprise avant leur mariage et avait secrètement vidé leurs économies communes pour couvrir ses dépenses professionnelles. Il a demandé la séparation de corps quelques mois plus tard. Ce n'était pas une victoire à célébrer pour moi. Cela prouvait simplement que les mensonges qu'elle utilisait pour protéger son entreprise avaient finalement empoisonné toutes les relations qu'elle avait. La banque a transmis les conclusions de son audit aux enquêteurs financiers de l'État. Mon père a admis officiellement avoir falsifié ma signature. Ma mère a admis avoir été témoin de la fausse signature et l'avoir légalement présentée comme valide. Madison a nié agressivement savoir quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à ce que les enquêteurs la confrontent avec les courriels archivés, prouvant qu'elle avait orchestré la dissimulation. Parce que les actifs financiers avaient été volontairement cédés et qu'une grande partie des pertes de la banque avait été atténuée, les procureurs de l'État ont accepté des accords de plaidoyer. Mes parents ont reçu une probation sévère, des amendes massives et une formation obligatoire en éthique financière. Paul Danton, l'ami de la famille, a perdu sa licence de notaire de façon permanente et a payé une lourde amende civile. Madison a accepté un accord de plaidoyer pour avoir fait de fausses déclarations sur des documents de prêts fédéraux. Elle a reçu des années de probation, des centaines d'heures de services communautaires et une montagne de restitution ordonnée par le tribunal. Personne n'est allé en prison fédérale. Leur punition était beaucoup plus silencieuse et bien plus permanente. Mes parents ont perdu une entreprise de 30 ans parce qu'ils l'ont mise en jeu à plusieurs reprises pour protéger une fille de ses responsabilités. Madison a perdu l'entreprise qui définissait toute sa personnalité parce que son succès n'avait jamais été réel au départ. Ils ont également perdu de façon permanente le contrôle du récit familial tel que dicté par le règlement. Ils ont envoyé par la poste une correction écrite formelle à nos parents éloignés. Ils y admettaient que je n'avais jamais volé un sou et que je ne m'étais pas enfui volontairement. Ils ont avoué m'avoir mis à la porte de la maison uniquement parce que j'avais découvert que les fonds de mes études universitaires avaient été secrètement transférés à Madison. Certains parents m'ont appelé pour s'excuser abondamment. D'autres ont défendu mes parents, prétendant qu'ils avaient juste essayé de maintenir la famille unie pendant une période difficile. Je n'ai discuté avec personne. Quiconque croyait que l'unité familiale nécessitait de sacrifier une personne innocente était libre de rester entièrement hors de ma vie. Lorsque le règlement final a été conclu, j'ai reçu la valeur marchande exacte de ma part de l'entrepôt plus mon argent d'éducation initiale avec 10 ans d'intérêt composé. J'en ai utilisé une partie pour rembourser l'hypothèque de mon appartement.
J'ai pris la grande majorité du reste et j'ai créé une dotation pour les étudiants confrontés à une instabilité soudaine du logement ou à une rupture familiale immédiate. La subvention couvrait les acomptes de scolarité, le transport, les manuels coûteux et le logement d'urgence temporaire. Le genre exact de dépenses imprévues qui peuvent détruire une éducation avant même qu'elle ne commence. Je l'ai appelé le fonds de la porte ouverte. Madame Davis est venue en avion à Charlotte pour l'annonce. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré « Tu as construit quelque chose qu'ils ne pourront jamais t'enlever ». Mon père m'a écrit quelques mois plus tard. Sa première lettre était remplie d'excuses sur le stress économique et sa conviction sincère que Madison avait juste besoin d'un peu plus d'aide pour réussir. Sa deuxième lettre, envoyée des semaines plus tard, était en fait honnête. Je me suis dit que tu étais plus forte, que tu te remettrais plus vite qu'elle ne le pourrait jamais. Mais ce n'était pas moi qui avais foi en toi. C'était juste moi qui me donnais la permission de te faire du mal. Ma mère a commencé à voir un thérapeute et a commencé à m'envoyer un courriel une fois par mois, sans jamais exiger de réponse. Après 9 mois de silence, j'ai finalement accepté un bref appel vidéo. Elle s'est excusée directement sans ajouter de « mais » à la fin de ses phrases. J'ai accepté ses excuses comme une information, pas comme une obligation contractuelle de lui redonner accès à ma vie. Madison m'a écrit près d'un an plus tard. Elle a finalement admis avoir utilisé l'ultimatum parce qu'elle savait que nos parents étaient terrifiés par ces explosions émotionnelles et croyaient sincèrement que je supporterais tranquillement tout ce qu'ils choisiraient. Puis, dans le paragraphe suivant, elle m'a demandé de contacter les enquêteurs de l'État et de leur dire que notre père contrôlait chaque décision financière. Même ses excuses les plus profondes n'étaient qu'une autre transaction. J'ai jeté la lettre et n'ai pas répondu. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir refusé de sauver ma maison d'enfance. Cette question suppose que des personnes innocentes ont été soudainement frappées par une catastrophe imprévisible. Ce ne fut pas le cas. Ils m'avaient supplié de couvrir une décennie de choix délibérés et égoïstes en signant juste un document frauduleux de plus. Dire non n'a pas créé leurs conséquences. Cela a juste finalement cessé de les reporter. Je pensais que la vraie justice signifierait de voir Madison perdre tout ce qu'elle m'avait volé. Ce ne fut pas le cas. Le moment le plus satisfaisant de toute ma vie s'est produit un mardi après-midi au hasard lorsque je suis entré dans mon propre appartement, que j'ai verrouillé la porte derrière moi et que j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir de la cuisine. Personne ne pouvait annuler ma carte de débit. Personne ne pouvait changer mes serrures. Personne ne pouvait effacer mon nom d'un document légal et s'attendre à ce que je disparaisse. À 18 ans, je suis parti en emportant tout ce que je possédais dans un sac poubelle noir. À 28 ans, les personnes qui m'ont jeté dehors ont exigé que je porte le poids écrasant des conséquences qu'elles avaient créées. La vraie force ne signifiait pas de secourir des personnes qui confondaient ma résilience avec la permission de m'abuser. Cela signifiait de laisser partir une famille qui ne m'avait jamais vraiment appartenu en premier lieu. Ma sœur a forcé nos parents à choisir entre nous. Ils ont fait leur choix. 10 ans plus tard, j'ai fait le mien. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Cette histoire est fictive et destinée uniquement à la narration, au divertissement et à une valeur occasionnelle. Nous espérons qu'elle vous rappelle que parfois, les excuses les plus importantes sont celles que vous vous faites à vous-même pour avoir donné trop de temps aux gens, ignoré vos propres instincts et cru en des personnes qui ont constamment prouvé qu'elles ne changeraient jamais. À partir de là, vous pouvez recommencer avec beaucoup plus de sagesse.